Une pandémie moderne s'infiltre de plus en plus sournoisement dans nos vies. Son nom, l'obésité. Elle est en train de gagner du terrain à l'échelle mondiale. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Démarrons cette émission par un chiffre. 1 milliard de personnes dans le monde souffrent d'un mal moderne. Ce mal, mesdames et messieurs, c'est celui de l'obésité qui touche petits et grands. Et malheureusement, les prévisions à venir ne sont guère réjouissantes car plus de 3 milliards de personnes seront concernées en 2030 selon les estimations de l'OMS. Il faut se rendre à l'évidence. Ce fléau, qui touchait jusqu'à présent plutôt les pays riches, se propage dans le monde entier. Dans notre monde moderne, de nombreux défis se portent à nous. Conflits armés, violences, trafics en tout genre. Mais l'obésité est aussi devenue un défi que l'on ne peut plus négliger. En effet, même si en apparence ce fléau est moins virulent que certaines maladies comme le cancer, il faut avoir à l'esprit que c'est une maladie sournoise qui affecte de nombreux systèmes de l'organisme, comme le foie et les reins par exemple. Mais d'autres dommages collatéraux comme le diabète de type 2, l'hypertension, sont à prendre en compte dans la balance finale. Pour vous donner un bref panorama de la situation, appuyons-nous sur une étude de l'Université Imperial College of London, qui révèle une augmentation préoccupante de l'indice de masse corporelle à travers le monde. Ainsi, 55% de cette augmentation provient des populations rurales. De plus, dans les pays à faible revenu, cette tendance est encore plus marquée avec parfois plus de 80% de l'augmentation de l'IMC provenant de ces régions rurales. Tous ces résultats tordent le cou à une idée selon laquelle l'urbanisation est l'une des principales causes de l'épidémie d'obésité mondiale. En France, même constat. Nous apprenons aussi que plusieurs tendances persistantes sont observées malgré les efforts des autorités publiques. Tout d'abord, le nombre de personnes atteignant un niveau d'obésité très sévère augmente. Toutefois, l'idée véhiculée selon laquelle la classe sociale influe sur l'obésité est vraie. En clair, les enfants d'ouvriers sont 4 fois plus touchés que les enfants de cadres. Alors, existe-t-il un responsable tout désigné ? Impossible de le dire clairement car ce phénomène est multifactoriel. Néanmoins, nous pouvons nous tourner quand même vers l'industrie agroalimentaire qui semble avoir sa part de responsabilité. Il suffit d'observer une catégorie, celle des produits ultra transformés qui occupent une place croissante dans notre alimentation quotidienne. Ces produits, qui sont conçus pour satisfaire les papilles gustatives, ont un effet addictif. Seul petit problème, ils sont enrichis en gras, sel, sucre, huile hydrogénée. Bref, le cocktail qui mettrait à l'arrêt tout sportif chevronné avant une compétition. Sans oublier bien sûr les boissons sucrées qui ont également joué un rôle dans l'américanisation de nos vies modernes. Manque de sport, sédentarité puis le Covid ont gravement affecté la santé des citoyens. Deux interrogations se posent à nous. En premier lieu, quelles sont les mesures politiques qui ont démontré leur efficacité dans la lutte contre l'obésité ? Et comment pouvons-nous renforcer le lien entre alimentation et santé sans générer des coûts excessifs ? Ce que l'on peut dire, c'est que les autorités françaises ont bien sûr utilisé des politiques de santé publique pour des choix plus simples pour la santé. C'est par exemple le cas d'imposer des taxes sur les boissons sucrées et des aliments ultra transformés. Ainsi, dans le dernier rapport du Sénat, il a été décidé de taxer les sucres ajoutés dans les boissons, sachant que la Commission des affaires sociales s'est intéressée à la fiscalité comportementale depuis 2014. Ce rapport soulignait l'absurdité du système de TVA qui accorde des avantages fiscaux via un taux réduit de 5,5% à des produits malsains comme les boissons très sucrées, qui sont également assujettis à la taxe nutritionnelle depuis 2012. Cette contradiction n'a pas été résolue malgré les réformes de la fiscalité nutritionnelle. Il est d'ailleurs déplorable que des recommandations faites en 2014 et jugées comme prioritaires restent toujours inappliquées. Cherchons du côté des causes maintenant. Dans son rapport de 2022, l'OMS Europe parle d'un environnement obésogène qui favorise le déséquilibre de la balance énergétique, qui est à l'origine de l'épidémie d'obésité, et cela depuis plus de 30 ans. Pour en revenir aux autres facteurs qui ont favorisé cette épidémie d'obésité, je vous l'ai déjà dit, il s'agit des boissons sucrées. Eh bien, un rapport de l'Institut de recherche pour le développement dans l'outre-mer note que les consommations journalières moyennes de boissons sucrées en Guadeloupe et Martinique sont presque 3 fois plus élevées que celles de la France hexagonale. La Guyane est presque au double alors qu'un Réunionnais sur 5 consomme des boissons sucrées tous les jours. Du côté des États-Unis, la coupe est pleine.
La situation outre-Atlantique illustre depuis 50 ans la manière dont l'Association américaine du sucre et ses homologues internationaux dissimulent les risques pour la santé liés au sucre, tout en encourageant une consommation accrue dans l'alimentation quotidienne mondiale, comme l'a révélé le dentiste américain Christine Kears dans une étude il y a 20 ans. En 2018, José Graziano da Silva de la FAO soulignait la responsabilité des gouvernements dans l'émergence de maladies liées à l'obésité, appelant des lois favorisant des régimes alimentaires sains et encourageant le secteur privé à produire des aliments, disons, plus sains. Cela confirme les propos de Malia Cohen, ancienne conseillère municipale de San Francisco, qui en 2020, dans le documentaire Un monde obèse, dénonçait l'industrie alimentaire, accusée de cibler et d'empoisonner les gens, et appelée à une plus grande transparence. L'objectif est de permettre aux individus de reprendre le contrôle de leur alimentation et celle de leurs enfants. Un point de vue soutenu par Christophe Brusset, auteur et lanceur d'alerte qui a travaillé plus de 20 ans dans l'industrie agroalimentaire. La nutritionniste Melissa Mialon a révélé en 2021 dans un livre les tactiques des industries agroalimentaires pour promouvoir les aliments ultra-transformés. Ces industries ont été accusées de discréditer les recherches scientifiques critiquant leurs produits, de financer des études en mettant en avant la sûreté des produits et d'intervenir dans l'élaboration de lois. Le blog Food Politics s'interroge sur cette influence, qui aurait entraîné la suppression de recommandations importantes sur les aliments ultra-transformés pour les populations nordiques. De plus, de grandes entreprises comme Danone ou PepsiCo résistent aux réglementations visant à limiter le sel, le sucre et les graisses dans les aliments industriels, ainsi qu'à taxer les sodas et à renforcer le contrôle des publicités, en particulier celles destinées aux enfants. En parlant de repères de consommation, figurez-vous qu'aujourd'hui, 94% des Françaises se disent favorables au logo Nutri-Score apparu sur l'emballage des produits alimentaires. Mais depuis 2015, les géants de la malbouffe mènent des campagnes de désinformation pour discréditer le logo Nutri-Score, dans l'espoir de l'empêcher de devenir obligatoire en Europe. Selon l'association Foodwatch, ce logo pousse les entreprises à améliorer la valeur nutritionnelle de leurs produits. L'association Foodwatch a justement décrypté les fausses idées reçues sur le Nutri-Score. Dans un rapport, elle montre comment le Nutri-Score fournit des informations claires et immédiatement accessibles sur la qualité nutritionnelle des produits et indique s'ils doivent être consommés avec modération. Une enquête de l'UFC Que Choisir montre qu'un étiquetage généralisé améliore la qualité nutritionnelle des produits. Malgré la résistance de certains États, l'idée d'une obligation du Nutri-Score gagne du terrain en Europe. L'organisation EUPHA, qui représente près de 40 000 professionnels de santé européens du secteur public, a appelé la Commission européenne à imposer le Nutri-Score dans toute l'Union européenne, étant donné l'augmentation des maladies chroniques liées à une mauvaise alimentation. À ce propos, savez-vous que les régimes alimentaires malsains entraînent près de 1 million de décès et la perte de plus de 16 millions d'années de bonne santé chaque année? Étonnant, n'est-ce pas? Cependant, cette proposition a été repoussée à une date indéterminée en 2023. En France, le Sénat a souligné le rôle des collectivités territoriales dans la prévention de l'obésité, à travers les projets alimentaires territoriaux, promouvant une alimentation locale, saine, durable et accessible. Des recherches de l'Université de Bourgogne ont indiqué que la consommation excessive de lipides perturbe les récepteurs gustatifs chez les obèses. De même, une étude canadienne a également révélé l'impact de l'insécurité alimentaire sur l'obésité infantile. Il faut savoir que l'obésité, surtout chez les enfants défavorisés en France, est un indicateur majeur des inégalités de santé. Mais la détection de l'obésité, eh bien, c'est plus compliqué que ça. Des travaux de recherche de l'Institut Weizmann de sciences en Israël en 2021 suggèrent que l'obésité peut être due à une mutation génétique qui affecte le récepteur de la faim dans le cerveau. Une autre étude récente confirme que l'obésité réduit la capacité du cerveau à détecter la satiété. Un panorama qui s'assombrit compte tenu que l'association allemande Foodwatch a signalé que presque tous les aliments pour bébés sont potentiellement nocifs. Ainsi, de Nestlé à Ferrero, les produits de près de 16 géants s'attaquent à la santé des enfants depuis des années et à des niveaux tels qu'ils ne conviennent pas aux enfants, selon les paramètres de l'OMS. D'ailleurs, l'OMS sonne l'alerte depuis de nombreuses années,
En Europe, l'épidémie d'obésité progresse et les enfants sont loin d'être épargnés. En France, 35% des enfants de 5 à 9 ans et 28% des adolescents de 10 à 19 ans sont en surpoids ou obèses. Un panorama certes instructif mais qui révèle une autre composante. C'est celle liée à la perception du poids corporel. Une étude internationale de l'Université du Luxembourg parue dans la revue Child and Adolescent a identifié une tendance générale à l'augmentation du nombre d'adolescents qui sous-estiment leur poids corporel, tout comme une diminution notable du nombre de ceux qui surestiment leur poids. Concrètement, l'étude menée en collaboration avec l'OMS a porté sur 745 000 adolescents vivant dans 41 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, et sur la période de 2002 à 2018. Au-delà de cette méga-étude luxembourgeoise, en France, l'heure est à la prévention et à l'identification des axes prioritaires d'action pour la présentation et la prise en charge de l'obésité. Ainsi, le rapport « Mieux prévenir et prendre en charge l'obésité en France », publié au mois d'avril dernier, comprend une quarantaine de recommandations, dont certaines pour l'outre-mer. Comme nous parlons justement de l'outre-mer, citons l'un des acteurs de cette prévention. Ainsi, l'AGOS, l'association Antilles-Guyane de lutte contre l'obésité, le surpoids et la sédentarité chez l'enfant, mène des actions de sensibilisation vers les parents, mais aussi les enseignants. Une autre initiative est saluée en Guadeloupe, c'est celle de la maison de santé Les Moufias, qui a décidé de suivre gratuitement, pendant un mois, une soixantaine d'enfants en surpoids, afin de leur redonner, entre autres, de bonnes habitudes alimentaires. Dans le monde entier, chercheurs et startups s'activent pour trouver des moyens pour assister les efforts des personnes qui désirent perdre du poids. Après les recherches prometteuses de l'Institut Weizmann sur la MC4 et une startup Ecta est en passe de lancer d'ici 2025 une innovation en spray destinée à leurrer le cerveau. Aux États-Unis, un pays qui compte 40% d'obèses, la sortie d'un médicament contre le diabète à l'effet amaigrissant, l'Ozempic, provoque une véritable ruée. Finalement, les scientifiques et des chercheurs, qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme, insistent sur l'obligation des gouvernements et des systèmes économiques à trouver des solutions pour stopper ce fléau mondial. Plus de réglementation, de traçabilité et un étiquetage sur tous les produits sont les actions fortes et urgentes à mener. Il en va de l'avenir des générations futures et pour la préservation de notre humanité. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres. It has been a full century since the Communist Party seized power in the Soviet Union. According to records compiled by the U.S. Congress, communist regimes were responsible for the deaths of at least 100 million people. The Black Book of Communism details this history of murder. From documents declassified by the governments of nations in the former Soviet Union and Eastern Europe, as well as official records on the victims of communist political campaigns in China and North Korea, the public has gained a good picture of the Communist Party's addiction to killing. Communist totalitarianism is often compared to that of the Nazis. While there are many parallels to be found, there is one crucial distinction that is often overlooked. The Nazis aimed to eliminate the Jewish people, but the goal of communism goes beyond physical slaughter. People of faith do not consider physical demise to be one's true death, since the soul goes to heaven or is born again in the cycle of reincarnation. The Communist Party uses killing as an instrument to plant the seeds of terror in the minds of the people, forcing them to accept its evil ideology. Through the destruction of morality, people's souls are fated to damnation. The Communist Party aims to destroy not just man's physical body, but also his soul. An additional characteristic of the Communist Party is the intensity with which it carries out internal purges and selects the cruelest of leaders. It is difficult for many to understand the rationale behind the barbarity inflicted by the Communist Party upon its own ranks,
including those who became victims simply for deviating from the party on specific issues, while otherwise being wholly loyal to the party and its leadership. One reason is that the Communist Party, in its rebellion against gods and humankind, possesses an instinctual fear that its doom is always around the corner. To reinforce itself, the party needs to recruit individuals with no regard for moral right and wrong. These individuals are distinguished in the process of mass killing, and their elevation to positions of leadership enables the specter of communism to ensure the perpetuation of its earthly tyranny. In 1989, the Chinese Communist Party, CCP, cadres who refused to participate in the June 4th Tiananmen Square massacre were purged. Jiang Zemin, who demonstrated his cruelty during the events, was promoted to become leader of the CCP. After Jiang began the persecution of Falun Gong in 1999, he promoted officials such as Luo Gan and Zhou Yongkang to high positions, as they had demonstrated their ability to commit the most brutal crimes in the persecution. Another motive for killing is to recruit participants from general society, as was done during the Cultural Revolution. By committing murder and other crimes, the masses implicated themselves as accomplices to the CCP's savagery, and the most brutal perpetrators became the staunchest followers of the party. Even today, many former Red Guards who committed assault and murder during the Cultural Revolution express no remorse for their crimes, saying they have no regrets about the events of their youth. Furthermore, by killing its victims openly and deliberately, the Communist Party intimidates the general population into obedience. All this allows us to expound on a general principle. Throughout history, killing has occurred under tyrannical governments or during times of war because there was an enemy to be defeated. It is the characteristic of the Communist Party that it must have an enemy, and if there are no enemies, it must invent them so that it can continue to kill. In a country like China, with its long history and rich culture, the Communist Party could not achieve its aims without continuous killing. Traditionally, the Chinese people believed in and revered the divine. Steeped in a cultural heritage of 5,000 years, the Chinese people would not otherwise tolerate the existence of the barbaric and blasphemous Communist Party. The CCP's sole means of maintaining its rule, as learned from the Soviet trial run, is the use of mass murder. 1. The violent foundations of communist rule. Being the embodiment of an evil specter, communism's starting point could not be anything other than dishonorable. After Karl Marx proclaimed that, quote, "a specter is haunting Europe," the specter of communism, bandits and ruffians established the Paris Commune, laying waste to the French capital and its unparalleled works of art and culture. In Russia and China, the Communist Party of the Soviet Union, CPSU, and the CCP seized power through despicable acts of conspiracy and bloodshed. A. The rise of the Soviet Communists. In February 1917, food shortages and deteriorating working conditions drove Russian industrial workers to go on strike. As the turmoil spread across the country, Tsar Nicholas II stepped down from the throne, and the Russian Provisional Government was established. Learning of these events, Vladimir Lenin immediately returned to Russia from exile in Switzerland. At the time, World War I was raging. The countries between Russia and Switzerland were all hostile. In late 2007, the German magazine Der Spiegel revealed a 90-year-old secret. Kaiser Wilhelm II, who regarded Russia as a grave threat, realized that Lenin could bring disaster to Russia, so he allowed Lenin to travel through Germany to Sweden, then Finland, and eventually back to Russia. Wilhelm II also provided money and munitions to Lenin. By the end of 1917, Lenin had received 26 million marks from Germany. Winston Churchill had this to say about Germany's role in Lenin's return. They used the most lethal weapon in Russia. They shipped Lenin back in a tightly sealed truck, as if shipping a type of plague virus to Russia. Lenin carried out a coup on November 7, 1917, or October 25 by the traditional Julian calendar. With the October Revolution,
Lenin overthrew the provisional government and established the world's first communist regime. But in the democratic election for the Russian Constituent Assembly, the Party of Socialist Revolutionaries, SRs, won a majority of national votes over Lenin's Bolshevik Party, which controlled the government administration. Out of an electorate of 44.4 million people, 40% voted for the SRs, with the Bolsheviks losing by a 20% margin. After this setback, in the Russian Constituent Assembly meeting on January 5, 1918, Lenin trampled on his promises and declared the Constituent Assembly an, quote, enemy of the people. Having prepared in advance to enact martial law on the day of the Assembly's meeting in the Russian capital of Petrograd, the Bolsheviks mobilized troops and disbanded the Constituent Assembly by force, destroying the democratic process in Russia. The October Revolution and subsequent Leninist takeover was the origin of all violent communist movements throughout the world in the 20th century. It triggered the international rise of communism and the countless catastrophes that followed. B. The Chinese Communist Party seizes power. After 1917, when the Soviet Union was just established, it exported revolution to China by making use of the fact that the Republic of China had joined the Third Communist International, or Comintern. The Bolsheviks dispatched Grigory Voitinsky to China to establish a local communist organization. Then it sent Mikhail Borodin to engineer an alliance between the Chinese Nationalist Party, Kuomintang, and the Soviet Union. Under this arrangement, the young Chinese Communist Party was given opportunities for rapid growth by subverting the Kuomintang. During World War II, in the 8 years that the Kuomintang waged an all-out war against the invading Japanese army, the CCP used the conflict as cover while it expanded its forces. When the Japanese invaded China, the Red Army was on the verge of defeat, but at the time of China's victory, the communist forces boasted 1.32 million regular troops and a 2.6 million strong militia force. Following Japan's surrender, the CCP used the cover of peace talks with the Kuomintang to covertly expand its forces further. Meanwhile, the CCP's diplomatic efforts led the United States and the Soviet Union to abandon their policies that supported the nationalists. In 1949, the CCP finally defeated the Kuomintang government forces, founding the most evil totalitarian communist regime on earth. At this high point in the history of the world's communist movement, it controlled 1/3 of humanity and the world's land area, as it comprised Russia and China, the world's largest nations by size and population. Communist governments extended across large swaths of Europe and Asia, and many countries in Africa, South America, and Southeast Asia became clients or allies of the Communist Party of the Soviet Union or the Chinese Communist Party. Millions of people gave their lives on the battlefields of World War II, yet the unexpected result was the rapid expansion of totalitarian communism. Le plus proche allié de la Chine est-il sur le point de connaître un changement de régime? Les États-Unis ont publié un rapport sur les origines du Covid. Et la Chine adopte une loi contre l'hégémonie. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le meilleur ami de Xi Jinping pourrait avoir des ennuis. Je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait vu venir. L'un des groupes de mercenaires russes, le groupe Wagner, s'est retourné contre les dirigeants russes ce week-end lors d'une attaque surprise. Le président russe Vladimir Poutine a juré d'écraser l'insurrection armée, mais a ensuite fait marche arrière et lui a accordé l'immunité en échange du départ de son chef du pays. Evgeny Prigojine a accepté de se rendre en Biélorussie en échange de l'amnistie. Mais son coup d'éclat a permis de lever le voile sur la faiblesse de la Russie.
Le groupe Wagner de Prigojine s'est approché à moins de 250 km de la capitale et a pris la ville de Rostov-sur-le-Don en chemin. Poutine a affirmé que les Russes l'avaient soutenu jusqu'au bout. Mais voilà le genre d'accueil en héros que les combattants de Wagner ont reçu de la part des partisans supposés de Poutine. Nombreux sont ceux qui ont vu là un défi de taille lancé à Poutine. Et pour beaucoup, cela a soulevé des questions sur l'emprise de Poutine sur le pouvoir. Cette question est particulièrement importante pour la Chine, qui est sans doute le plus proche allié de la Russie. Le gouvernement chinois a gardé le silence sur la mutinerie jusqu'à ce qu'elle prenne fin samedi. Dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration. Il s'est contenté de dire que la rébellion était une affaire intérieure de la Russie et que la Chine soutenait la Russie dans le maintien de sa stabilité nationale. D'aucuns pensent que la réaction discrète de la Chine témoigne de son inquiétude face à la guerre et à l'équilibre des forces dans le monde. Comme je l'ai dit, la Russie est l'un des alliés les plus proches de la Chine et les dirigeants sont un élément clé de cette relation. Xi Jinping et Poutine ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils entretenaient une amitié sans limite. Toutefois, cette amitié sans limite pourrait en fait avoir certaines limites. Ces derniers mois, les conseillers du gouvernement ont exprimé à huis clos une frustration croissante à l'égard de la Russie, estimant que Pékin est de plus en plus entraîné par le comportement de Moscou, qui prend des risques. Selon l'Associated Press, les experts chinois en politique étrangère s'inquiètent également de la façon dont la guerre de la Russie a revivifié l'OTAN. Le Japon a même demandé la création d'un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo pour contrer la menace chinoise, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Certains experts chinois en politique étrangère craignent que la guerre n'entraîne un renouvellement des alliances américaines en Asie de l'Est. Et en parlant d'alliés, quoi que la Chine dise de sa neutralité dans la guerre en Ukraine, elle soutient clairement la Russie. Le New York Times rapporte qu'une entreprise publique chinoise a envoyé d'importantes cargaisons de poudre à une usine de munitions russe l'année dernière. Polytechnologie a décrit la poudre comme étant destinée à l'assemblage de cartouches de chasse de style étranger. Ah oui, comme ces cartouches de chasse qu'ils utilisent pour chasser les Ukrainiens. J'ai compris. Le New York Times affirme que la livraison était suffisante pour alimenter 80 millions de munitions et cite un expert en défense qui affirme que cette poudre était certainement destinée à un usage militaire. En février, les États-Unis ont déclaré que la Chine envisageait de fournir une aide létale à la Russie. Jusqu'à présent, ils n'ont pas dit que cela s'était produit. Mais ils se sont déclarés préoccupés par le fait que des entreprises privées chinoises le fassent. Ce qui, en Chine, est une sorte de distinction sans différence. Les entreprises chinoises, même si elles sont privées, sont toutes sous le contrôle du Parti communiste chinois. Si le parti veut que les entreprises chinoises fassent quelque chose, elles le feront. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il existe plusieurs points de vue dans les médias américains. C'est pourquoi j'ai utilisé Ground News pour voir comment elle est couverte par la gauche, le centre et la droite. Comme vous pouvez le constater, certains sujets sont presque entièrement couverts par la droite et d'autres ont une couverture principalement orientée à gauche. Sur l'application et le site web, la page d'accueil est la même pour tout le monde, ce qui permet de sortir des chambres d'écho et des bulles médiatiques causées par les titres appâts à clics et les algorithmes manipulateurs. Mieux encore, un flux appelé blind spot vous permet de voir les sujets qui sont sur ou sous-médiatisés par un seul côté du spectre. Par exemple, si vous cherchez « politique chinoise », vous pouvez voir que certains sujets ne sont couverts que par la gauche ou la droite. C'est pourquoi, sans Ground News, il est facile de passer à côté de sujets importants. Ground News a pour mission de responsabiliser les médias et de fournir un contexte, afin que nous puissions facilement voir comment la narration médiatique peut façonner l'opinion publique. C'est un endroit idéal si vous voulez être mieux informé que le lecteur moyen de nouvelles et trouver de multiples perspectives internationales que vous auriez pu manquer autrement. Il est également très intéressant de voir tous les préjugés cachés dans les médias. C'est pourquoi nous collaborons avec Ground News pour sponsoriser cette vidéo. Inscrivez-vous à ground.news/China Uncensored ou abonnez-vous via mon lien avant le 5 juillet et bénéficiez d'une réduction de 30%, soit $5 par mois. Après la pause, venons-nous d'apprendre les origines du Covid? Bienvenue à nouveau. La semaine dernière, nous étions censés apprendre tout ce que la communauté du renseignement américain savait sur les origines du Covid. Mais aujourd'hui, nous ne savons que ce que la Maison-Blanche veut que nous sachions. En mars, le président Joe Biden a signé un projet de loi obligeant le gouvernement américain à déclassifier les informations sur les origines du Covid. Cette loi donnait au gouvernement un délai de 90 jours. Comme nous l'avons déjà signalé, le délai a expiré l'un des jours où le secrétaire d'État Anthony Blinken se trouvait à Pékin.
L'administration Biden a retardé la publication de ces documents jusqu'à 5 jours après la date limite. Et puis, ce qu'elle a publié, c'est un simple résumé de 10 pages, dont 3 pages d'annexes. C'est comme si on vous offrait une glace et que vous la regardiez tomber par terre. Non seulement le résumé était absurdement bref, mais il n'a pas fait ce que la loi prévoyait, à savoir déclassifier les renseignements. Le rapport indique essentiellement que le gouvernement est divisé sur les origines de Covid. Il indique que le Conseil national du renseignement et 4 autres agences de la communauté du renseignement croient en la théorie de l'origine naturelle. Cela signifie qu'ils pensent que le Covid a été transmis à l'homme par l'intermédiaire d'animaux et non à la suite d'une fuite dans un laboratoire. Toutefois, le ministère de l'Énergie et le FBI estiment tous deux que le Covid provient d'un laboratoire, mais pour des raisons différentes. La CIA et une autre agence que le rapport n'a pas identifiée restent indécises. Le rapport indique que toutes les agences sont convaincues que le Covid n'est pas une arme biologique libérée intentionnellement par l'armée chinoise. Le rapport fait toutefois état de liens entre l'armée et l'Institut de virologie de Wuhan, principal responsable de la théorie de la fuite dans les laboratoires. L'étude indique qu'ils ont collaboré à des recherches, notamment sur les coronavirus, mais aucun virus connu qui pourrait de façon plausible être un progéniteur du SARS-CoV-2. Aucun virus connu. Les virus inconnus qui, par exemple, n'ont pas été signalés au monde par l'Institut de virologie de Wuhan pourraient être une autre affaire. Potentiellement. Le résumé indique également qu'ils ont collaboré à la mise au point de vaccins contre les coronavirus avant le début de la pandémie. Il s'agit là d'un des nombreux éléments suspects cités dans le rapport qui, selon lui, ne constituent pas une preuve irréfutable. Autre exemple, en 2013, l'Institut de virologie de Wuhan a recueilli un coronavirus de chauve-souris qui était similaire à 96,2% au Covid-19. Cependant, il a déclaré que cette similitude n'était pas suffisante pour être à l'origine de la pandémie. Le laboratoire avait des mesures de sécurité insuffisantes et des infrastructures vieillissantes, ce qui pouvait contribuer à un accident, mais encore une fois, cela ne prouve pas que le Covid se soit échappé du laboratoire. Il en va de même pour les chercheurs qui sont tombés malades peu avant le début de la propagation du Covid à Wuhan. Il pourrait s'agir d'une preuve ou d'une coïncidence. Une chose que j'ai trouvée un peu troublante dans le rapport, c'est qu'il semble croire la Chine sur parole en ce qui concerne les diagnostics de ses travailleurs. Le rapport indique que la Commission nationale de sécurité de la Chine a enquêté sur l'Institut de virologie de Wuhan au début de l'année 2020 et a prélevé des échantillons de sang sur ces chercheurs. Selon le rapport public de l'Organisation mondiale de la santé de mars 2021, les responsables de l'Institut de virologie de Wuhan ont déclaré que les échantillons des employés du laboratoire étaient tous négatifs pour les anticorps du SARS-CoV-2. N'ont-ils pas vu la Chine mentir tout au long de la pandémie et l'OMS la blanchir totalement? À quoi sert-il d'avoir des agences de renseignement si elles se contentent de croire la Chine sur parole? C'est comme si le gouvernement américain publiait un rapport affirmant qu'il n'y a pas eu de victimes du massacre de la place Tiananmen parce que la Chine a dit qu'il n'y en avait pas. Ce rapport comportait une partie classifiée qui n'a pas été rendue publique. Et, selon le président de la commission des renseignements de la Chambre des représentants, ces renseignements classifiés brossent un tableau très différent de ce résumé. Dans le rapport qui a été remis au président, le rapport des 90 jours environ, il y a des informations qui contredisent, je crois, les impressions qui sont données dans ces déclarations de la Commission du renseignement. Lui et d'autres républicains se préparent maintenant à un face-à-face avec l'administration Biden au sujet de la déclassification des renseignements, ce que la loi est censée faire. Et après la pause, la Chine va-t-elle renverser l'hégémonie occidentale? Bon retour. La Chine a adopté une loi sur les relations extérieures visant l'hégémonie occidentale. Cette loi donne à la Chine le droit de prendre des contre-mesures si l'Occident impose des sanctions. Ce n'est pas que la Chine n'ait pas déjà eu la possibilité de sanctionner des personnes et des entités. En avril, elle a inscrit Raytheon et Lockheed Martin sur sa liste d'entités, ce qui, soyons honnêtes, était vraiment symbolique car les entreprises de défense américaines ne font pas d'affaires avec la Chine. Selon Bloomberg, la législation parapluie donne plus de poids à la boîte à outils existante de Pékin en l'intégrant dans un document juridique aux côtés de 2 des initiatives phares de Xi en matière de politique étrangère. Les sanctions sont l'une des armes que la Chine prépare dans le cadre de la guerre pour Taïwan. La Chine observe sans doute toutes les sanctions que l'Occident a imposées à la Russie. Elle sait que si elle fait la même chose pour Taïwan, des sanctions de ce type seront également imposées à la Chine. Le président français Emmanuel Macron estime qu'aucun programme mondial ne peut être mené à bien sans le soutien total des États-Unis et de la Chine.
pour les éléments critiques, où vous augmenterez les divisions, la conflictualité et les tensions entre les États-Unis et la Chine, nous devrions les modérer, essayer de trouver un moyen de, je veux dire, discuter tranquillement, et construire le socle pertinent pour diminuer les tensions. Il a cité l'accord de Paris sur le climat comme exemple d'une question internationale qui peut être abordée lorsque les États-Unis et la Chine travaillent ensemble. Il est vrai que les États-Unis et la Chine ont tous deux signé l'accord. Mais je ne suis pas sûr que je saluerais cela comme une sorte de coup d'éclat pour l'agenda international. L'accord n'a aucun mordant, et la Chine, qui émet plus de gaz à effet de serre que tous les pays développés réunis, n'a présenté qu'en 2021 un plan visant à atteindre un pic d'émissions de carbone avant 2030. Pendant ce temps, la Chine augmente sa capacité de production de charbon semaine après semaine. Ainsi, si et quand elle atteindra son pic d'émissions de CO2, cela ne parviendra pas nécessairement à enrayer le changement climatique. Il y a quelques mois, Macron s'est attiré les foudres des dirigeants mondiaux en déclarant que la France ne devait pas suivre aveuglément les États-Unis dans une guerre avec la Chine au sujet de Taïwan. Selon un sondage réalisé au début du mois, 62% des Européens souhaiteraient rester neutres en cas de guerre visant Taïwan. Ce sondage a également révélé que 43% des Européens considèrent la Chine comme un partenaire nécessaire avec lequel ils souhaitent coopérer. Non pas que les sondages soient nécessairement un indicateur fiable de la position du public sur une question. Comme je l'ai mentionné, cet épisode est sponsorisé par Ground News. Il s'agit d'un outil formidable pour vous aider à rester bien informé sur ce qui se passe dans le monde et sur la façon dont cela est couvert par tous les côtés de l'échiquier politique. Consultez-le à l'adresse suivante, ground.news/China Uncensored, ou cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois. Avez-vous déjà eu un pressentiment avant qu'une catastrophe ne frappe ? La prémonition est parfois annoncée par un rêve proche du réel, parfois une sorte d'intuition. Parfois elle est en rapport avec la question de vie et de mort pour soi-même, parfois pour ses proches. Lorsqu'un parent éloigné souffre, certaines personnes auront une sensation physique correspondante. Les gens appellent souvent cette mystérieuse capacité prédictive le sixième sens. Du naufrage du Titanic en 1912 à la catastrophe des mines d'Aberfan en 1966, jusqu'à l'incident du 11 septembre, beaucoup de gens après ces catastrophes ont dit qu'ils avaient eu un pressentiment. Le 17 juillet 2014, un jeune garçon néerlandais âgé de 11 ans, Miguel Panduinata, était sur le point de suivre son frère âgé de 19 ans pour embarquer sur le vol Malaysia Airlines 17 depuis Amsterdam pour rejoindre la maison de sa grand-mère à Bali. Les deux garçons disent au revoir à leur mère Samira et s'embrassent à l'aéroport. Sur le chemin vers la porte d'embarquement, Miguel fait soudainement demi-tour et retourne en courant vers sa mère, la serre dans ses bras et lui dit « Maman, tu vas me manquer. Et si l'avion s'écrase et que je meurs ? J'ai peur de prendre l'avion. » La maman trouva cela très étrange, mais malgré tout réconforta son fils et lui dit « Ne dis pas ça, rien de tout ça n'arrivera. » Alors que Samira regardait les frères partir, le petit-fils n'arrêtait pas de la regarder en retournant la tête. 2 heures après le décollage, le MH17 sera touché par un missile du type Buk-Telar de fabrication russe, lancé par des rebelles ukrainiens et s'écrasera dans l'est de l'Ukraine, une zone agitée par des troubles séparatistes liés à la Russie. Les 298 passagers et membres d'équipage à bord seront tous tués. Samira a repensé après cela. Quelques jours avant leur départ, le petit Miguel semblait anxieux et lui a posé des questions sur la mort, l'âme et Dieu. Dans la soirée, la veille du départ, il serra sa mère dans ses bras, ne voulant pas la lâcher. C'est ainsi qu'il passa sa dernière nuit sur terre près de sa mère. L'intuition du petit garçon n'est pas un cas unique. Il y a un demi-siècle, au matin du 21 octobre 1966, dans le petit village d'Aberfan au pays de Galles en Angleterre, 2 jours consécutifs de fortes pluies provoquèrent l'effondrement d'un terril, ensevelissant l'école primaire locale et 20 maisons. Parmi les 144 victimes,
116 étaient des élèves du primaire âgés de 8 à 10 ans. Une fillette de 10 ans, Erin May Jones, était élève de cette école primaire. La veille de la catastrophe, elle dit à sa mère « Maman, je vais te raconter mon rêve d'hier soir. J'ai rêvé que j'allais à l'école avait disparu et tout était couvert de choses noires. » 15 jours avant la catastrophe, elle avait dit à sa mère « Maman, je n'ai pas peur de la mort. Je serai avec Peter et June. » Après la catastrophe, Erin et ses deux amis, Peter et June, ont été enterrés dans un cimetière public, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Cette histoire a été relatée par le psychologue britannique Barker après avoir écouté le pasteur local et son authenticité a été confirmée par écrit par les parents de la jeune fille. Barker a recueilli un total de 76 descriptions de rêves qui prédisaient la catastrophe minière, dont 24 ont été racontées par les personnes elles-mêmes à leurs parents et amis. Des recherches contemporaines en psychologie ont montré que le phénomène du sixième sens qui frappe à la porte se produit également souvent lorsqu'un accident est sur le point d'arriver à un être cher. L'écrivain américain Mark Twain a clairement vu les funérailles de son frère dans son rêve. À l'époque, Sam, 23 ans, et son frère cadet Henry se préparaient à embarquer ensemble sur le bateau fluvial nommé le Pennsylvanie. Sam avait appris à conduire le bateau fluvial et Henry était un jeune adepte. La nuit précédant le départ, Sam rêva qu'Henry était allongé dans un cercueil en métal, vêtu du costume de quelqu'un d'autre, avec un gros bouquet de roses blanches sur la poitrine et une rose rouge au milieu. Sam se réveilla, il était très attristé par ce rêve. Sa famille lui conseilla de l'oublier rapidement, et il tenta de se convaincre que ce n'était qu'un rêve. Après que les frères soient montés à bord du navire, Sam fut transféré sur un autre navire en raison d'un conflit avec le navigateur grincheux. Avant de partir, lui et son frère discutèrent des mesures d'autosauvetage d'urgence en cas de naufrage. À cette époque, les explosions de chaudières sur le navire étaient courantes. Finalement, la chaudière du navire Pennsylvania a vraiment explosé. Henry mourut à Memphis quelques jours plus tard. Une femme lui offrit un cercueil en métal précieux. Le 21 juin 1858, Sam est horrifié de voir que son rêve s'est bien réalisé. Son frère mort est dans son cercueil vêtu d'un costume emprunté. Pendant qu'il pleure, une dame s'avance et dépose sur la poitrine d'Henry un bouquet de roses blanches avec une rose rouge en son milieu. Cette expérience a profondément influencé la pensée et l'écriture de Mark Twain. Après la création de la Mind Research Society à Londres en 1882, il fut l'un des premiers membres à la rejoindre. Dans ses recherches, il a appelé cette intuition « télégraphie mentale ». Ce qui lui restait toujours au fond de son cœur, c'est que s'il avait su comment interpréter ce rêve plus tôt, son frère aurait pu être sauvé de la mort. Larry Dossey, né en 1940, est le médecin traitant en chef de l'hôpital de la ville de Dallas, fondateur de la Dallas Diagnostic Association et rédacteur en chef de la revue Alternative Medicine. Il a déjà été un des membres importants du groupe de travail sur la réforme nationale des soins de santé de l'ancienne première dame des États-Unis, Hillary Clinton. Le livre le plus vendu de Dossey, The Power of Premonitions, contient de nombreux exemples de prémonitions tels que celui-ci. Une mère annula le vol pour toute sa famille à destination de Disney le 11 septembre, ayant prévu que l'avion s'écraserait sur un bâtiment ce jour-là. Dans Guérir au-delà du corps, Dossey a également mentionné un cas. Une mère ressent soudainement une douleur brûlante dans sa main droite en écrivant une lettre. Elle pose le stylo, puis elle reçoit un appel disant que la main droite de sa fille a été gravement brûlée par un liquide acide pendant une expérience. Le psychiatre américain, le docteur Bernard Beitman, a souligné que la connaissance à distance de la douleur des autres se produit souvent entre des jumeaux ou des proches. Il suppose que nos pensées et nos sentiments ont un impact bien plus important les uns sur les autres que nous ne l'imaginons. Il a personnellement vécu des événements synchronisés et se rend également compte que nous ne faisons qu'un. Les historiens ont souligné que juste avant le départ du Titanic, une 50aine de passagers ont annulé leur embarquement. Avant ce naufrage du XXe siècle, de nombreux passagers ont dit à leurs parents et amis qu'ils avaient un pressentiment inquiétant. Par exemple,
le premier lieutenant Henry Wilde, décédé lors du naufrage, avait écrit à sa sœur à propos du navire. « Je n'aime toujours pas ce navire. J'ai un pressentiment étrange par rapport à lui. » La lettre a été envoyée lors de sa dernière escale en Irlande. Bien que les recherches scientifiques n'aient pas été en mesure de déterminer d'où viennent les intuitions des individus, des chercheurs ont observé que le sixième sens est souvent associé à un danger pour la vie. Larry Dossé pense que l'apparition de ces intuitions a un but précis, principalement celui d'alerter les gens pour sauver des vies. Il a écrit « Si vous savez qu'une menace pour la vie s'approche, vous avez une chance de l'éviter. Alors, quel genre d'intuition vaut la peine d'être prise au sérieux ? Peut-être que ces sixièmes sens liés à la vie, à la mort et à votre santé, ainsi que les rêves immersifs, sont vraiment des signes avant-coureurs. » Le peintre William Bouguereau a été membre de diverses fondations et sociétés artistiques. Il a signé des contrats avec des marchands d'art renommés et il envoyait chaque année des œuvres au prestigieux Salon parisien de peinture et de sculpture ainsi qu'à l'exposition universelle. Pourtant, en dépit de sa réputation estimée et de son savoir-faire irréprochable, au début des années 1860, Bouguereau fera face à de violentes critiques qui ne cesseront de se renforcer au fil des années. Pour l'historien de l'art suisse Philippe Clerc, qui s'intéresse aux artistes peu connus et met tout en œuvre pour remettre leur travail en lumière, la raison première de l'oubli progressif du peintre Bouguereau est l'avant-garde. Au début de la seconde moitié du 19e siècle, on a des révolutions, il y a la monarchie de Juillet et puis la révolution de 1848 qui va faire intervenir de grands changements dans la politique française et puis dans l'industrialisation. Ce qui veut dire que du côté des artistes aussi, on recherche plus de réalisme, on veut se débarrasser de l'ordre établi et donc, par la même occasion, représenter la réalité telle qu'elle est. Et des artistes comme Courbet vont justement s'en prendre à la peinture de ce qu'on appelle les pompiers, ou en tout cas des peintres académiciens. Et Courbet dira notamment qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peint des anges, puisque les anges, on ne les a jamais vus, alors que les personnes physiques, on les a en face de soi tout le temps, qu'on arrive à les représenter, et que c'est beaucoup plus difficile de représenter une figure de la vraie vie, plutôt que des anges ou des figures mythologiques que l'on peut juste imaginer. Avec l'éclosion de l'impressionnisme et de l'art abstrait, les artistes abandonnèrent peu à peu l'idée de la juste perspective, de la transition subtile entre lumière et obscurité et de la précision de la structure au profit de sensations personnelles et d'une sorte de laisser-aller irrationnel. C'est là qu'on a cette montée en puissance des avant-gardes. Et donc, par définition, Bouguereau, comme Cabanel ou Gérôme, ne sont pas des avant-gardes, mais ils sont gardiens d'une certaine tradition. Et l'idée, à partir de cette révolution de 1848, qui fait suite à la monarchie de Juillet, c'est de faire table rase de la tradition. À cette époque-là, on a des artistes justement comme Courbet ou Millet, qui sont parmi les plus importants, qui, eux, veulent non pas représenter des figures sublimées ou des personnages historiques ou mythologiques, mais qui veulent aller dans le vif du sujet, dans la réalité du quotidien, de ce qu'ils voient chaque jour. L'historien Philippe Clerc a été interviewé dans le cadre d'un épisode de Divine Messengers, un programme de la plateforme Epoch TV qui retrace le parcours et la vie du peintre William Bouguereau. Ce documentaire s'inscrit dans une série d'autres épisodes qui racontent la vie d'artistes ou d'hommes ou de femmes inspirés qui ont laissé à l'humanité des principes élevés hérités du ciel. Le documentaire nous permet de nous souvenir que selon de nombreux mythes et légendes, les divinités ont transmis l'art aux êtres humains afin que ceux-ci puissent exprimer la beauté et la bonté et que les tableaux les plus célèbres jouent un rôle positif sur la moralité humaine. William Bouguereau peignit environ 65 peintures religieuses, la plupart représentant l'espoir, l'amour et l'exaltation du divin. Parmi ses plus célèbres tableaux, on trouve Vierge consolatrice, peinte en 1875, La Pietà de 1876, ainsi que 2 Vierges aux anges, peintes respectivement en 1891 et 1900.
Dans l'édition du 4 août 2016 du magazine Science, un article de recherche évoque l'idée que la légende du grand déluge d'il y a 4000 ans en Chine et celle disant que l'empereur Yu aurait réussi à contenir ce déluge n'étaient peut-être pas des mythes, mais bien des témoignages de l'histoire. La légende du grand déluge se retrouve dans de nombreuses civilisations du monde, comme celle de la Mésopotamie, de la Grèce, de l'Inde, de la Chine et celle des Mayas. L'histoire la plus connue en Chine est celle du grand déluge daté d'environ 1920 ans avant Jésus-Christ et de son contrôle par l'empereur Yu. Selon la légende, les inondations ressemblaient à de l'eau bouillante s'écoulant sans fin, détruisant le cours du fleuve jaune, les rues des villes et des terres agricoles. L'empereur Yu, qui a fondé la première dynastie chinoise, les Xia, était un grand homme qui a réussi à contenir les inondations et qui a maintenu en vie la civilisation chinoise antique. Même aujourd'hui, avec les progrès de la science, on n'entrevoit toujours pas de solution face à une inondation de cette grandeur. Par conséquent, pour les gens modernes, les grandes inondations survenues en Chine il y a plus de 4000 ans et leur contrôle par l'empereur Yu ne peuvent être que des mythes. Les historiens n'ont trouvé aucune preuve archéologique de destruction dévastatrice causée par le déluge, ni de la façon dont Yu aurait drainé les eaux de crue. Les chercheurs n'ont trouvé que des histoires écrites transmises de génération en génération. L'article du géologue Wu Qinglong de l'Université normale de Nanjing, publié dans la revue Science, a fourni des preuves géologiques du grand déluge de la Chine, estimées entre 1900 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Lors de ses recherches le long du fleuve Jaune en 2007, Wu Qinglong a remarqué que certains sédiments étaient d'une épaisseur inhabituelle et semblaient être des sédiments dus à des eaux de crue. Puis il a trouvé de nombreux éléments minéraux, ce qu'on appelle mudstone, ainsi que du schiste vert, qui était censé se trouver loin en amont dans les montagnes. Tous ces signes révèlent qu'il est en effet possible que le fleuve Jaune ait connu une grave inondation dans les temps anciens. Wu Qinglong a alors rapidement réuni une équipe d'archéologues, de géologues et d'historiens afin de déterminer si oui ou non le déluge de la légende avait réellement existé. L'équipe de recherche a découvert des preuves d'inondation et des poteries cassées dans une grotte effondrée près du célèbre site néolithique de Latia dans le Qinghai. En plus, des vestiges d'un immense déversoir ont été découverts dans les collines des gorges de Tishi, en amont du fleuve Jaune. Le village de Latia a été détruit par un important tremblement de terre. Un examen au carbone 14 des ossements d'enfants trouvés dans le site a révélé que la catastrophe s'est produite en 1922 avant Jésus-Christ. L'incertitude de cette mesure est d'environ 28 ans. L'analyse de la matière organique contenue dans des sédiments de l'inondation a montré que le déluge s'est produit vers -2000, date proche de celle de la datation des ossements du site de Latia et de la date de l'inondation inscrite dans l'histoire. Des dépôts d'inondation ont également été trouvés dans les fissures formées par le tremblement de terre à Latia, ce qui suggère que les dates de ces deux événements sont très proches l'une de l'autre. Sur la base de ces éléments, l'équipe de recherche a émis cette hypothèse. Un tremblement de terre aurait provoqué des glissements de terrain dans la région montagneuse à l'ouest du cours supérieur du fleuve Jaune, et de la terre et des roches seraient tombées à l'embouchure de la gorge de Tishi, formant un barrage artificiel qui aurait empêché la rivière de passer. La rivière aurait commencé à remplir les gorges et le niveau d'eau aurait continué à monter. Les habitants en aval n'auraient vu que le fleuve Jaune s'assécher, ignorant qu'une catastrophe se préparait. Environ 9 mois plus tard, le lac serait monté jusqu'au sommet du barrage et le corps principal bloquant l'avancée de la rivière se serait effondré, envoyant un torrent d'eau en aval. Selon l'étude, la profondeur de cette brèche catastrophique était de 110 mètres à 135 mètres. Couplé à la hauteur du terrain local, les scientifiques ont estimé que le débit de crue était de 300 000 à 500 000 mètres cubes par seconde, ce qui était suffisant pour avoir un effet sur 2000 km en aval. Daryl Granger, géologue à l'université Purdue aux États-Unis, a déclaré « Ce débit évoque la plus grande inondation des 10 000 dernières années sur la Terre. C'est plus de 500 fois les inondations causées par les plus fortes précipitations au niveau du fleuve Jaune. » Granger a ajouté « Donc, cette grande inondation causera des dégâts vraiment dévastateurs pour tous les habitants en aval du fleuve Jaune. » La date de ce grand déluge estimé par les experts coïncide avec celle du changement du cours du fleuve Jaune dans l'histoire.
et elle est également cohérente avec ce qui a été décrit dans la légende de l'empereur Hu. Peu après le déluge, la culture de Harlithrow a émergé, que les archéologues estiment à la période du début de l'âge de bronze en Chine. La communauté de Harlithrow était environ 10 fois plus grande que la civilisation précédente et possédait une technologie plus sophistiquée. David Montgomery, géologue à l'Université de Washington, estime que l'équipe de Wu Qianlong a fourni des preuves irréfutables de l'existence réelle d'un grand déluge. Alors, si le grand déluge en Chine a vraiment existé, est-il possible que d'autres histoires catastrophiques anciennes soient également bien réelles